comment manager quand on est un leader, comment organiser un projet quand on est un chef de projet, comment décider de stratégie et d'avenir quand on est dans une fonction de direction. Et donc, on a rajouté cette corde-là à nos arcs respectifs dans l'équipe pour pouvoir aider à piloter autrement, aider à décider autrement, aider à s'organiser autrement. Et au fil du temps, ça nous a amené à travailler d'abord avec le leader, puis le leader et son équipe, puis le leader et son environnement, et souvent maintenant l'entreprise dans sa globalité. Et si je vous racontais une histoire ? Et si je vous racontais une histoire d'entreprise ? Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Franck Tourtois. Bonjour Franck. Bonjour Manu. On va ensemble parler de ton entreprise, de ton parcours, de ton histoire, mais sur un sujet qui m'est particulièrement cher, puisqu'on va parler aujourd'hui de mentoring. Vous savez que c'est un de mes métiers également, de mentor de dirigeants. Et avec Franck, on a la chance de se connaître depuis un certain nombre d'années. On ne dira pas combien d'ailleurs, hein, puisqu'on est encore extrêmement jeune, c'est bien ça. Voilà. On ne parlera pas de cheveux. Non plus de cheveux. Alors, vous avez remarqué qu'effectivement, il y a un espèce de point commun, effectivement, qui est notre intelligence, ça doit être ça, qui se voit effectivement par le peu de surface capillaire occupée en haut. Par la descente des poils voilà. sur une autre partie du Donc visage. rassurez-vous, on ne va pas passer toute l'émission à parler de nos poils, ni de nos cheveux. Mais voilà, tu as un parcours assez incroyable, fait de grands rebondissements dans ta vie, de grandes joies, de grands échecs. Et j'avais vraiment un très à cœur de te recevoir pour que tu nous expliques un petit peu tout ça. Alors, ta société aujourd'hui s'appelle AC Mentoring. Et elle a une première particularité, on va après parler de son objet, mais c'est qu'aujourd'hui, tu te positionnes de manière internationale. Tu habites où ? Principalement à Varsovie. Varsovie, donc pas du tout en France, mais il s'agit bien d'une entreprise dont l'initiative est française au départ. Et tu rayonnes sur plusieurs pays. D'abord, tu as des entités un petit peu à différents endroits, mais également tu rayonnes sur les pays environnants de chaque bureau, entre guillemets, virtuel. Oui, la première société, on l'a créée en France, il y a 14 ans. Et puis, pour des raisons de rencontres, principalement, de rencontres de personnes, de rencontres avec des compétences supplémentaires, de rencontres avec des clients, des marchés. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a 3 bureaux, un à Zurich, un à Varsovie et puis un à Paris. Et surtout qu'on accompagne là où on nous demande. Donc, évidemment, depuis Varsovie, on est surtout sur l'Europe centrale. Donc, on va travailler en République tchèque, en Slovaquie, en Hongrie, parfois en Roumanie. Plus du tout en Ukraine, mais ça, c'est une autre histoire. Puis la France, c'est la Belgique, c'est l'Espagne, c'est l'Angleterre aussi. Et puis, le Zurich, c'est pour les fameux DAR. L'Allemagne, l'Autriche et la Suisse. D'accord. Alors, j'ai jamais compris pourquoi on disait DAR, parce que DAR, c'est D pour Deutschland. Mais en allemand, Autriche, c'est pas avec un A. Donc, et c'est H pour la Confédération helvétique. Donc oui, on travaille quasiment tout le temps sur ces pays-là. Et puis, ponctuellement, on va même parfois aider un peu plus loin. Principalement parce que certains de nos clients nous demandent de faire la même chose dans différentes filiales. C'est ça, ok. Ouais. Donc ça a été, je dirais, un crime d'opportunité. C'est toujours ça. C'est toujours ça. C'est ça qui crée souvent l'élan. Je suis pas un grand fan de la planification. Je suis pas non plus extraordinairement bon pour me projeter dans le futur comme pour regarder le passé. J'ai plutôt tendance à être ici maintenant. Et si ici maintenant il y a quelque chose d'intéressant dans une géographie que je connais pas, mais que je peux connaître des gens qui la connaissent et que je peux avoir envie de travailler avec ces personnes-là parce qu'on a des valeurs en commun, un pourquoi qui nous parle, etc. Oui, on va le faire. Oui. Alors, AC Mentoring, comme je le disais en introduction, on parle de mentoring d'équipes, de dirigeants, d'individus. C'est essentiellement ça que tu fais dans cette boîte-là ou tu as d'autres ? Parce qu'il me semble que tu es sur plusieurs axes RH. Ouais. Si je devais... Le catalogue de l'entreprise. On va peut-être pas mettre le catalogue. Limité, oui. En fait, globalement, on va aider
soit des personnes à mieux vivre leur relation au travail en prenant ou reprenant le contrôle de leur carrière autour d'une notion d'alignement entre ce qu'on fait et qui on est. Et donc, dans certains cas de figure, c'est l'individu qui est à l'initiative de ça, et on va faire du conseil carrière, de la placement. Dans d'autres cas de figure, c'est l'entreprise qui est à l'initiative de ça. Et donc, on va recruter pour l'entreprise, ou on va favoriser des recrutements internes avec du profiling, des assessment centers, des choses comme ça, enfin, de l'évaluation. Donc ça, c'est même le métier historique. C'est le métier qui était la conclusion de mon parcours en recrutement d'une grosse quinzaine d'années. L'autre aspect, qui est donc l'aspect conseil carrière, était fait en filigrane dans mon activité de recrutement et j'avais envie d'en faire mon métier. Donc j'ai commencé comme ça. Et puis de la notion d'avoir un autre rapport au travail est arrivé travailler autrement. Et donc là, même pour toi. Oui, alors, forcément pour nous. Alors, ce qui est très très clair, chez nous, on ne fait rien et on ne conseille rien à nos clients qu'on n'ait pas d'abord testé nous-mêmes. Donc que ce soit les modes de gouvernance, des principes d'intelligence collective, des outils, quels que soient ceux qu'on va mettre en œuvre chez nos clients, on les a forcément toujours testés chez nous avant. Ce qui n'est pas simple parce que quand il y en a beaucoup, ça peut un peu faire perdre la boussole. Mais donc travailler autrement, nous, et puis aider ceux que l'on avait aidés au préalable à trouver le bon endroit, la bonne mission, eh bien à pas perdre ça en le faisant en petits bras ou en n'étant pas certain de bien le faire. Donc c'est devenu ensuite un peu plus de l'accompagnement en poste. C'est là que véritablement j'ai réalisé que l'approche de mentoring que j'utilisais pour aider quelqu'un à comprendre quelle était sa mission et à trouver où ça pouvait se mettre en œuvre sur le marché, où je me sentais très légitime parce que ça faisait quelques dizaines d'années que j'étais chasseur de tête, je pouvais aussi aider sur une autre partie qui est comment travailler, comment manager quand on est un leader, comment organiser un projet quand on est un chef de projet, comment décider de stratégie et d'avenir quand on est dans une fonction de direction. Et donc, on a rajouté cette corde-là à nos arcs respectifs dans l'équipe pour pouvoir aider à piloter autrement, aider à décider autrement, aider à s'organiser autrement. Et au fil du temps, ça nous a amené à travailler d'abord avec le leader, puis le leader et son équipe, puis le leader et son environnement, et souvent maintenant l'entreprise dans sa globalité. Donc en fait, si je résume, il y a toute une partie autour de la carrière de la personne, toute une partie autour de la façon dont elle travaille dans son univers, et puis un petit peu plus en amont, comment l'entreprise s'organise, l'entreprise, l'association, l'administration s'organise pour qu'elle bénéficie des richesses d'une personne qui est au bon endroit et alignée entre ce qu'elle fait et ce qu'elle est. Ça vient du principe que au bout du 100e placement ou quand tu reprends contact au bout de 6 mois ou d'1 an, la personne dit c'est exactement le même boulot, mais je ne sais pas si je vais rester à cet endroit-là parce qu'il y a des limites, il y a ça. Bah non, on a eu du mal à le trouver et puis c'est le bon boulot, donc influence, fait évoluer, transforme, propose. Deviens acteur de ton propre job, en fait, en quelque sorte. Teste chez toi, et puis après montre que ça marche et propose aux autres de faire pareil. Donc voilà, en presque 15 ans, on a rajouté, c'est des cercles concentriques en fait. Alors, toujours autour de la personne. Comment un Français arrive à se construire une vie à Varsovie? Parce que c'est quand même pas banal, c'est pas un pays de villégiature classique. Il n'y a pas beaucoup de Français qui y vont pour du tourisme, c'est vrai. Déjà. En 2004, la Pologne, comme une douzaine d'autres pays, rentre dans l'Union européenne. Et à cette époque-là, le cabinet de recrutement dans lequel je travaille a déjà une filiale depuis un tout petit peu plus d'1 an, pilotée par un homme qui doit retourner au pays, retourner chez lui en Belgique.
et qui donc ne peut pas finir le travail de créer une filiale autonome et complète sur place. Et à ce moment-là, ce n'est pas une mauvaise idée pour moi dans ma vie de prendre de la distance avec la France. Et donc, je me propose d'aller piloter cette filiale pour finir de lui donner son autonomie. Et de là à t'y installer, il bah, y a quand même un gap. Parce que... Après, c'est toujours la même chose. Il y a des éléments de qualité de vie qui sont assez fondamentalement différents. C'est un pays jeune en termes d'économie, puisqu'il existait... sous la forme dans laquelle il est aujourd'hui, c'est que depuis 1989 et la chute du mur de Berlin et l'effondrement du bloc de l'Est que la Pologne peut devenir un pays économiquement autonome et choisissant la façon dont il se gouverne. Donc en fait, il y a quand même encore une énergie de... Si tu compares aux entreprises... c'est une start-up qui est devenue une scale-up, mais ce n'est pas encore une entreprise complètement établie. Donc il y a quand même ce dynamisme. Il y a beaucoup de dynamisme. Après, si la croissance signifie quelque chose pour toi, c'est quand même, sans coup férir toutes les années, le pays qui a la meilleure croissance en Union européenne. L'année dernière, ce n'était pas terrible, on était quand même à 3% de croissance du PIB. Donc, je trouve ça très artificiel, mais c'est quand même un indicateur. C'est un indicateur. L'indicateur le plus valable étant les Français qui viennent régulièrement me voir en Pologne et qui disent « mais sur le chemin, il n'y avait pas pour aller de l'aéroport à la maison, il n'y avait pas cet immeuble-là, il y avait ce stade-là, il existait ». Enfin voilà, il y a énormément de construction, il y a énormément de développement, il y a une énergie donc, qui est différente de celle d'un pays très très mature comme la France l'est. Deuxièmement, les Polonais sont des Européens. Ce sont des Européens. Il n'y a qu'un seul pays entre la Pologne et la France. Il n'y a que l'Allemagne, mais tu es vraiment dans un autre univers. Il n'y a pas beaucoup de points communs comportementaux. Ah oui. Et je suis... Pourtant, il y a eu une immigration inverse, c'est-à-dire polonaise vers la France. Et les peu que je connaisse étaient hyper intégrés. Hein. Donc, oui, mais c'est une histoire ancienne déjà, ça. Hein. Ouais, les trains qui allaient jusqu'au centre-ville des pays, au centre-ville des villes polonaises pour dire j'ai un super travail, rentrez dans le train et puis je vous enverrai dans une mine. Ça, c'était il y a quand même 150 ans. Donc, et ça a duré encore jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et puis après, c'était moins vrai. Donc, on est quand même sur 3-4 générations. Donc, en fait, c'est des gens qui ne savent même plus que leur nom de famille se décline. Et donc, tu rencontres des madames, je ne sais pas, Kowalski en France, ce qui n'a aucun sens, parce qu'en polonais, tu déclines. Tu es Madame Kowalska, tu es Monsieur Kowalski, Madame Kowalska. Ils ne le savent même pas, tu vois. Enfin, on est donc enfin, ils ne le savent même pas. Beaucoup l'ignorent. Donc, non, il y a des différences culturelles réelles qui, moi, me vont bien, autour d'une façon probablement plus directe de s'exprimer. Moins hypocrite, tu veux dire ? Non, c'est pas ça, mais c'est beaucoup plus explicite. et pas forcément tout le temps avec les formes qu'on est habitué à voir en France, ce qui peut parfois être perturbant. Parce que si quelqu'un te demande si ça va, c'était pas juste parce qu'il voulait te dire bonjour, quoi. Oui, il y a une espèce de convention. Donc, il y a moins de conventions de politesse comme celle de France, un peu plus d'explicite, un peu plus de direct, un peu plus de brièveté, qui me vont bien, et un côté assez pratique on discute et puis après on décide qu'on fait ça et donc on le fait. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup travaillé et je continue à travailler sur cette différence culturelle entre la France et la Pologne pour des entreprises qui travaillent de deux côtés, pour des individus qui travaillent de deux côtés, pour des Polonais pour leur traduire un petit peu oui, pour leur expliquer que comment dire, quand on est un Français qui travaille avec des Polonais et qu'on dit on va faire ça, ils s'attendent effectivement à ce qu'on fasse ça. Pas qu'on continue à discuter parce que je me suis réveillé avec une nouvelle idée. Non, testons déjà ce qu'on avait dit, puis après on verra. Bon, c'est peut-être pour ça que, parce qu'on parle de Pologne qui serait européen, nous on la regarde avec un regard peut-être un peu méfiant, parce qu'ils ont des accointances avec les États-unis qui sont assez fortes. Bon, on ne parlera pas de la période particulière dans laquelle on vit, dans laquelle on est aujourd'hui par rapport aux États-Unis, mais néanmoins, ils ont ce côté peut-être alors pragmatique que peuvent avoir les Américains. De ce point de vue-là, ils sont plus proches, effectivement. Culturellement. Sur cette façon de faire ce qui va, de tester, et puis après on verra.
qui est assez intéressant. D'ailleurs, à ce propos-là, moi, j'ai quand même pas mal travaillé avec des équipes essayant de fonctionner en mode agile. Le mode agile, c'est plus proche de la façon de fonctionner des Polonais naturellement que des Français. Et j'ai rarement vu de transfo agile qui nécessitait de mettre beaucoup de consultants en Pologne, comme c'est le cas en France. Peut-être parce qu'on est habitué en France plutôt à un côté statutaire, un côté non, peut-être, mais c'est aussi surtout qu'en France, on aime bien essayer de déterminer ce qui va se passer dans 4 mois, 6 jours et 21h32. Alors que déjà, si on essaie de voir ce qui se passe quand on fait ça comme ça, au bout de 15 jours, c'est peut-être un peu plus maîtrisable. Et la méthode agile veut souvent ça, le fonctionnement en run, etc. Et les Polonais fonctionnent beaucoup comme ça. Alors, ils n'ont pas trop de difficultés à revenir sur un truc qui n'a pas marché, mais parce qu'ils l'ont testé, pas parce qu'intellectuellement, tout d'un coup, on se dit « attention, il y a tel problème ». Donc ça a des travers aussi, évidemment, mais j'ai trouvé ça plaisant d'intervenir dans un monde qui fonctionnait comme ça. C'est pas non plus... alors effectivement, on ne connaît pas la Pologne quand on est en France, à moins d'avoir d'acquaintances spécifiques préalables, mais c'est pas non plus à l'autre bout de l'univers. Donc s'adapter n'est pas si compliqué que ça non plus. Et puis Varsovie est une ville dans laquelle il fait très bon vivre. Donc voilà. Donc alors, tu te lances dans cette aventure il y a une quinzaine d'années. J'imagine que ça s'est fait par étapes. Aujourd'hui, vous êtes quoi, 30, 40 collaborateurs? Oui, on va dire une trentaine, effectivement. Une trentaine, ouais. C'est assez organique. C'est-à-dire que jusqu'à la fin de l'année 2023, on finissait l'année avec un peu plus de gens que l'équipe avec laquelle on avait démarré. C'est d'abord et avant tout, et sans essayer de refaire la tirade du scribe dans Mission Cléopâtre, c'est d'abord et avant tout des rencontres, néanmoins. Voilà. Edouard Baird, si tu nous regardes, on pense à toi très fort. Voilà. Non, très très clairement, c'est parce que tout d'un coup, on croise quelqu'un, qu'on parle de nos métiers réciproques, qu'on s'aperçoit qu'au-delà des techniques ou des outils, il y a de la vraie convergence sur pourquoi on fait nos métiers. Et sur un savoir-être. À quoi on va servir et comment on veut servir. Donc toutes ces choses-là, le savoir-être, le pourquoi, la finalité d'aider quelqu'un dans sa carrière, mais pas parce qu'on peut, mais parce qu'on pense que si on l'aide dans sa carrière, on va aider un peu plus large que cette personne. Une espèce de diffusion. Est-ce que ça pourrait s'apparenter à une forme de prosélytisme spirituel, de diffuser la bonne parole sur les bonnes pratiques managériales, sur les bonnes pratiques relationnelles? Alors honnêtement, Manu, je ne suis pas persuadé de savoir ce que c'est que la bonne parole. Je te provoque un peu là-dessus. Oui, non, j'expérimente beaucoup et au fur et à mesure, il y a des choses sur lesquelles je vais dire, tiens, ça, on peut peut-être le fixer pendant quelques temps, on a l'air d'avoir quelque chose qui marche bien, et testons plutôt sur autre chose. C'est plutôt, je le mettrais plutôt sous l'angle de l'exemplarité. Il y a une façon d'aider qui, si elle est bien incarnée, je pense, donne envie à la personne aidée d'en aider d'autres ou d'aider en retour. C'est le principe du don. Ça fait deux bonnes années qu'avec notamment l'une des personnes du collectif, on phosphore autour d'un concept, du concept du don tel qu'il a été décrit par l'un des premiers sociologues français il y a 100 ans, Marcel Mauss, du don qui générerait du contre-don. Et l'idée, c'est je donne systématiquement, pas parce que j'en attends quelque chose, mais parce que si je ne donnais pas, je ne répondrais pas à l'appel d'aide qui a été fait. Et je ne peux pas savoir au moment où je dis « Ok, je vais t'aider », ce que l'aide va vraiment devoir prendre comme forme. Donc, évidemment, avec la répétition des cas, tu dis « Bon, ça, en 3 mois, on aura fini ». Dans d'autres, tu dis « Je sais pas, mais entre 3 et 6, ça pourra faire ». Et puis, quand tu rentres un peu dans le cœur du sujet, tu t'aperçois qu'on avait plutôt vu ça là. Et que oui, certes, c'est là, mais il y a aussi ça, il y a aussi ça, il y a aussi ça. Et que tu peux aider aussi là-dessus, tu ne vas pas t'en priver. Il y a quand même une différence importante entre l'aide et le don. Quand tu parles du don, automatiquement, on entend cadeau, on entend une forme de gratuité, de désintérêt. Oui. Alors de désintérêt, je ne sais pas. C'est au contraire pour moi un très grand intérêt pour la personne qu'on a en face. Désintéressé par rapport à soi, ne pas payer. Ok, peut-être, il y a des choses par rapport à ça. C'est-à-dire qu'effectivement,
C'est vrai que si j'avais un restaurant, j'aurais probablement tendance à t'offrir le digestif. Ça, c'est vrai. C'est vrai que si j'avais un restaurant, je probablement considérerais pas de la bonne gestion que d'essayer de diminuer la portion de légumes de 200 grammes à 190 parce qu'il faut maîtriser davantage les coûts. C'est pas ça le sujet pour moi. L'idée, c'est plutôt de dire on ne sait pas ce à quoi on va faire face ensemble, et ensemble, on va voir que peut-être il est nécessaire d'aller un peu au-delà de ce qu'on avait prévu de faire, et que ni toi ni moi ne pouvions le savoir, et que donc il n'y a pas de responsable de ça. En revanche, il y a l'envie de le faire, et que c'est pas parce que ça va être 1 heure de session en plus que on va essayer de calculer si tu as payé juste ou pas juste. Dans le pire des cas, si on a la sensation que tu as payé un peu moins que ce que tu aurais dû payer, la prochaine collaboration, on prendra peut-être ça en compte. Donc, ce n'est pas la notion de désintérêt, c'est au contraire, véritablement parce qu'il y a intérêt qu'on va jusqu'au bout de la chose. Intérêt humain. Oui. On est dans une logique où ce qui m'intéresse, et je pense qui intéresse les gens qui, au fur et à mesure, m'ont rejoint et dont c'est devenu le collectif autant que le mien, et pour certains dont c'est devenu l'entreprise autant que la mienne, c'est cet intérêt pour le fait de dire que si on fait les choses bien, on va enclencher une espèce d'effet de propagation d'une façon de faire dont on considère ici et maintenant qu'elle est probablement plus souhaitable que d'autres. Oui, concrètement. Essaie de me donner un exemple. Le fait de... Je vais revenir très simplement sur la notion du don. Okay, admettons que tu sois mon client parce que tu as démarré un nouveau métier et que tu veux avoir un regard extérieur sur la façon dont tu t'y prends. Par exemple, animer des émissions de télé. Hein, Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Au hasard. Globalement, je vais avoir un certain nombre de sessions avec toi basées sur le programme que l'on aura établi ensemble pour t'aider à faire des arrêts sur image, à avoir des réflexions, dans une logique rétrospective pour se projeter dans le futur, capitaliser sur des choses que tu as aimées et que tu as trouvées efficaces et puis peut-être te débarrasser de certaines ou essayer des nouvelles. Bon, ça va être notre programme. Et puis, parce qu'on va parler... de pourquoi tu as fait certaines choses de certaines façons, etc., on va toucher des sujets qui n'auront rien à voir avec ton émission. Et si sur ces sujets-là, je peux te donner un conseil, si sur ces sujets-là, je peux te recommander une lecture, si sur ces sujets-là, je peux te faire rencontrer quelqu'un d'autre de chez moi qui pourrait t'aider, parce que moi, j'en suis pas capable, qu'est-ce qui m'empêche de le faire ? Et c'était évidemment pas quelque chose qu'on avait prévu, donc c'était évidemment quelque chose qu'on n'avait pas budgété. C'est pas ton problème, ça c'est le mien. Et c'est pas grave. Ça n'a aucune espèce d'importance économique. C'est en revanche exactement le centre de la notion de soutien que nous voulons avoir. On le remarque beaucoup dans certains mentorings où il y a une idée au départ qui est mise en place, il y a un programme, et en fait, où l'autre attend quelque chose, et puis il te dit à la fin... bon, c'est pas du tout ce qu'on avait prévu. Et puis, en étant presque déçu, toi, tu finis par lui dire mais est-ce que ça t'a apporté quelque chose ? Est-ce que tu as avancé ? Ah bah oui, ça change tout. Parce que, en fait, c'est ça aussi le... Oui, parce que la notion, c'est toujours le avant-après. C'est les fameuses photos dans les magazines. J'avais pas de cheveux, j'en ai de nouveaux, des choses comme ça. Bon, je crois qu'on va vraiment rester focus sur l'histoire de cheveux. Non, mais effectivement, le but du jeu, c'est que la personne que l'on aide puisse sans cesse constater qu'il y a un avant, un pendant, un après. Et cette chose-là, on ne peut pas savoir tout le temps. Dans le coaching, je sais que tu n'aimes pas ce mot, donc évidemment, on va y aller sur ce mot. Dans le coaching, souvent, c'est des coachings, c'est des idées, une perspective avec un objectif précis, avec un déroulé précis, un process, etc. Et on arrive facilement à faire le avant-après. Il y a quelque chose de rationnel. Oui. Grosso modo, je suis une équipe commerciale, je veux un coaching, je vais générer d'argent en plus, combien de business en plus, etc. Ça, c'est facile à percevoir. Et dans le mentoring, c'est pas tout à fait la même approche. Est-ce que tu peux, parce que
moi, je l'explique à longueur de temps, mais je ne suis pas le bon interlocuteur et c'est ça que je voulais, pour ça, vraiment que je voulais avoir un mentor ici pour expliquer aux autres ce que l'on vit et quelle est la différence finalement avec du coaching, parce qu'on voit des coachs à tous les coins de rue qui ont été formés tout du moins, ce qui sont vraiment coachs, c'est encore une autre histoire, mais les mentors, c'est déjà beaucoup plus complexe comme situation, comme approche, et il n'y en a pas tant que ça. Et il y en a encore moins qui en vivent. Comment tu définirais déjà la différence entre le mentoring, puisque c'est de ça dont on parle aujourd'hui, entre le mentoring et le coaching? Et tu n'as pas le droit de dire des choses méchantes sur les coachs, parce qu'on a beaucoup de coachs qui sont parmi nous. Je dirais des choses méchantes sur personne. Non. Si on veut parler de façon très pratico-pratique, le mentoring est prescriptif. Comme une formation, en fait. On va ressortir de là en ayant eu une discussion éventuelle sur ce qu'il faut faire, mais je vais avoir un avis en tant que mentor. Je ne vais pas t'aider à trouver le tien, uniquement en tant que coach. Donc, j'ai un avis que je vais te partager. Non pas pour que tu fasses comme j'ai dit, mais pour que ça nourrisse ta réflexion. Oui, c'est pas directif. Non. Mais par contre, c'est impliqué. C'est... En coaching, on est censé, comme tu disais là, c'est intéressant, on est censé avoir du recul, d'être objectif et de faire, avec nos outils, faire émerger les choses de l'autre. Ce qui arrive aussi en mentoring. Bien sûr, parce que de toute façon, comment dire, l'opposition entre les deux, elle est totalement fictive. D'accord ? Si tu le sors du domaine du business et que tu l'appliques au domaine de on est en train de cuisiner en famille ou j'élève mes enfants, ou etc., j'aide mes enfants à devenir ce qu'ils sont. Si tu le sors de... Il y a personne qui se pose la question de « Oh, mais quelle est la casquette que j'ai en ce moment vis-à-vis de ma fille qui est en train d'apprendre à faire du vélo ?» D'accord ? Tu l'aides, point. Voilà. C'est du soutien, c'est de l'accompagnement. Il est vrai que, si on rentre dans la technique des choses, le coaching est censé être objectif, avec du recul, et n'apporter à la personne que l'on coach que des outils qui vont lui permettre de trouver ses réponses. Et de se démerder tout seul. Et de se débrouiller tout seul avec ses objectifs. Je n'ai jamais vu en quoi le fait d'aider à trouver des réponses en montrant ce qui se passe ailleurs ou en partageant mon expérience nuisait à cela. Ça, c'est la première chose. Mais ce n'est pas le concept. C'est pas le concept. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a une idée du mentoring en entreprise, surtout en Europe, qui est une idée très technocrate, quelque part, ou en tout cas très technique. Explique-nous. C'est parce que j'ai fait ton métier que je peux t'aider. Ah, on est un expert et donc on a une légitimité. Voilà. Et comme en Europe, on a tendance à nommer des managers sur la base de leur expérience technique, sans les former. Quelle catastrophe. Sans les former, parce que sinon ce ne serait pas drôle. Sans les former. Ni au management, ni à la gestion d'un projet, ni à quoi que ce soit, quoi. C'est encore un autre sujet, mais il est parallèle. Mais c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que globalement, je ne sais pas si ça te parle à toi dans ton expérience personnelle, mais à chaque fois que j'ai été en entreprise promu à un job de management, j'ai jamais vu arriver les bouquins qu'il fallait que je lise. On m'a jamais mis une dame ou un monsieur me disant « je vais t'aider à devenir un manager ». Et j'ai toujours fait avec souvent mal d'abord pour ensuite mieux. En tout cas, c'est ce que j'espérais, tester, et en posant éventuellement des questions. Mais en considérant que tu as fait tes preuves sur ton expertise, voilà. Donc forcément, tu seras plus légitime, et donc c'est cette légitimité qui va avoir valeur de... Et c'est ça qui impacte la notion de mentoring en Europe, c'est qu'on estime que c'est plutôt quelque chose d'interne. En fait, on confond le mentor avec le manager. Tiens donc. On confond le mentor avec un tuteur ou un formateur. Et donc quelque chose de descendant. Alors, de descendant et puis de technique. Ouais. Je vais t'apprendre comment être bon manager. Je vais t'apprendre comment faire ton métier. Ouais. À aucun moment, nous n'avons on ne peut pas avoir la prétention d'apprendre à des gens qu'on découvre, dans les entreprises qu'on découvre, parfois dans des secteurs qu'on ne connaît pas, d'apprendre comment ils doivent faire leur métier. Par contre, on peut avoir la volonté de les aider
inventer de nouvelles erreurs plutôt que de refaire les erreurs qu'on a déjà vu faire et dont on peut déjà leur donner les enseignements. Ça c'est important de devenir, de les aider à s'améliorer en continu, à être dans cette espèce de dynamique plutôt, et donc dynamique par rapport aux enjeux du moment, qui ne sont pas les mêmes enjeux d'hier et de demain. Oui. Donc là, avant, j'étais un expert, après, je suis devenu un manager, aujourd'hui, je suis un dirigeant, je n'ai pas les mêmes... Et donc, je les aide à s'améliorer, à leur suggérer un certain nombre de choses, parce que, soi-disant, dans le coaching, on n'a pas le droit de donner de conseils, en quelque sorte. Tu sais, tu connais ça par cœur. Et alors que dans le mentoring, on les challenge, on va les bousculer, on va même se mouiller dans nos avis, comme tu disais. Alors, Dieu merci, pour être très clair, un bon accompagnant, qui soit coach, mentor, formateur, consultant, voire psychologue du travail, c'est quelqu'un qui veut normalement que la personne d'en face devienne la meilleure version d'elle-même, là, ici, maintenant. Ouais. Donc, autour de ça... on est tous à peu près d'accord là-dessus. Donc, on va pouvoir, à certains moments, dire, tiens, là, je change de casquette, je vais plutôt te poser des questions qui vont t'aider à avancer, mais moi, je vais me mettre en retrait, la fameuse posture basse, où là, je vais te raconter une histoire, peut-être même une deuxième, pour que tu vois, tu vas trouver des parallèles sans doute, pose-moi des questions après si ça t'intéresse, ou, attends, 2 secondes, là, si tu vas vers là, moi, j'ai quand même des doutes. J'ai des doutes parce qu'il s'avère que j'ai vu faire à tel endroit récemment, où je l'ai fait moi-même. Laisse-moi te partager ce que j'ai vu quand même dans la globalité avant que tu décides une fois pour toutes d'aller là-bas. Bon, voilà, techniquement, là, j'ai pris différentes casquettes, j'ai fait différents types d'interventions et ce que nous disons, c'est qu'on va utiliser tout ça à votre service. Donc, il y a des choses qui sont plus prescriptives que d'autres. Il y a des choses qui sont plus de l'ordre, effectivement, je ne sais pas comment on dit en français, c'est self-help, de s'aider soi-même, alors que dans d'autres... Mais c'est toujours pareil, on ne va pas opposer la fameuse phrase... dont on dit que Confucius l'a prononcé, si tu vois quelqu'un mort de faim, ne lui donne pas un poisson, apprends-lui à pêcher. Enfin, s'il est en train de mourir de faim, tu lui donnes d'abord un poisson, puis après, vous allez pêcher ensemble, éventuellement, voilà, s'il y a une rivière. Voilà. Non, mais, et en fait, on en revient toujours à la même chose. Ce que nous essayons de faire, c'est de cheminer à côté de la personne. C'est ça. Et en cheminant à côté de la personne, à certains moments, elle arrive face à des choix. Ces choix-là, il faut qu'ils soient pour nous d'abord et avant tout guidés par l'envie, par la perspective d'avoir de la joie de l'autre côté de l'embranchement. Et une fois que ça, on a décidé que c'était le moteur, eh bien, si on a déjà été témoin d'une façon d'y aller qui peut être, on va la donner. D'accord ? Puis à d'autres moments, on n'est pas forcément témoin, donc on va réfléchir à 2 têtes. Et puis à d'autres moments, on voit que la personne a des envies assez claires de comment y aller aussi. On va juste l'aider à réfléchir à la totalité du chemin et pas simplement les 3 derniers pas. Et du coup, il y a un paramètre qui me semble important, mais je voudrais ton avis là-dessus, entre le coaching et le mentoring, c'est qu'il y a pour moi une vraie différence dans la temporalité d'intervention. C'est-à-dire que j'ai du mal alors peut-être que c'est moi, j'ai du mal à être bon dans un accompagnement de type mentoring sur one shot. Parce qu'on a besoin de connaître la personne, on a besoin de rentrer dans son système, dans son système de pensée ou dans son environnement pour le comprendre. Alors que sur du coaching, on est limité par un objectif sur lequel on a un process à dérouler. Il peut y avoir effectivement des différences de durée et des différences de fréquence. Oui. Après... Le mentoring est une forme de spin doctor, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de partenaire sur le long terme. J'aurais tendance à dire que le mentoring revêt une texture et une saveur spéciale au fur et à mesure qu'il dure. Je sais pas répondre à ta question sur le one-shot. Je me retrouve parfois, par la force des choses, à aider une personne une fois. Mais est-ce que tu es mentor à ce moment-là ? En étant majoritairement mentor. Ah oui, ok. C'est-à-dire que je vais avoir au départ sans doute une approche un peu plus coach, beaucoup plus questionnante, mais ensuite, lorsque la personne dit « moi je veux aller là », et que ce « aller là » implique un bout de chemin que j'ai déjà vu faire à quelqu'un ou que j'ai déjà parcouru moi-même, ou simplement sur lequel j'ai envie de partager la dernière lecture qui me semble appropriée, je vais reprendre là ma casquette de mentor. Et évidemment, on va faire, c'est ce que
on a un certain nombre d'interventions comme ça chez des clients qui nous payent pour faire des open mentoring. C'est-à-dire que quelqu'un a un besoin et ce besoin se manifeste souvent par une question ou un constat fort. Il faut que ça cesse, il faut que ça change, des choses comme ça. Et a besoin d'avoir une deuxième personne en face, non pas pour faire miroir, mais pour réfléchir ensemble. Oui, alors et là, tu vas pouvoir mentorer mais tu vas pouvoir mentorer sur une seule fois. Réfléchir ensemble, ça c'est une bonne définition. Ça c'est une bonne définition du mentoring. Je pense que en fait, dans notre collectif, on passe assez facilement du mentoring d'une personne au mentoring d'une équipe autour de cette notion d'intelligence collective. Parce que c'est à chaque fois le fait de mettre à chaque fois, c'est toi et moi contre le problème, ou toi et nous contre le problème, qui est vraiment une de nos approches fortes, c'est quelque chose qu'on écrit, qu'on dit. Et ce toi et moi contre le problème m'implique. Je vais y mettre du mien. Et l'objectif, c'est de te le donner. Pas parce que je fais que du pro bono et que tout est gratuit, mais te le donner, c'est-à-dire c'est de te donner ce dont tu as besoin. Pas forcément ce sur quoi on s'était mis d'accord au départ. Parce que ça le don pour toi. Voilà, c'est ça. Et ce don-là, en général, quand quelqu'un reçoit du don comme cela, se met à penser dans une logique du fait que le don est possible. Et donc, vont donner aussi, pas forcément à moi. Mais au final, ce que tu appelles don, pour moi, c'est la magie de la relation. C'est ça qui est le vrai cadeau dans l'histoire à chaque fois. Ah oui. Si tu es en sur-mesure, c'est pas parce que tu veux faire du sur-mesure absolument, c'est parce qu'en fait, ce qui prime dans le travail, dans le business, c'est la relation que tu vas créer. Oui, alors la relation, le lien, ça c'est des mots qui sont très utilisés dans nos activités. En fait, pour moi, tout ça, c'est, je vais sortir le gros mot, c'est jamais des facettes un peu édulcorées du fait que c'est parce qu'on aime la personne d'en face et qu'on lui montre qu'on l'aime en lui donnant des choses. Donc, à part le don, qui est une de tes valeurs fortes d'entreprise, la deuxième valeur forte, c'est l'amour. Alors, c'est difficile d'ériger l'amour en valeur. Ah. Parce qu'une valeur, pour moi... concept directeur, quoi. Il y a une notion de règle du jeu. La valeur, d'accord ? L'amour, c'est plus large. C'est pas simplement la règle du jeu, c'est la force de vie. Mais elle n'est pas que ça. Alors. Voilà, c'est ça. Donc si on parlait de valeur, tu vois, je te parlerais de confiance, je te parlerais de travailler ensemble, tous ces mots qui n'existaient pas il y a 20 ans et qui commencent par co maintenant, etc. Et après, il y a plutôt une énergie directrice, et celle-ci, c'est l'amour de l'autre. Donc en valeur, ce serait la bienveillance. Mais en concept directeur... Oui. En fait, effectivement, la valeur, c'est vouloir le bien de l'autre. La valeur, c'est donner tout de suite ma confiance, parce que sinon, on va perdre beaucoup de temps. La valeur, c'est toi et moi contre le problème. C'est ce que tu vas appeler peut-être collaboration, coopération, intelligence collective, tout ce que tu veux. Mais tout ça, c'est des comment au service d'un pourquoi. Le pourquoi, c'est l'amour. Parce que si on ne s'aime pas, alors on a des problèmes. La phrase que je disais sur ce plateau il y a quelques mois de ça, c'est la réponse à toutes nos questions, c'est toujours l'amour. Alors tu as 42 et l'amour, mais ça c'est... Enfin, mais oui, non, mais c'est... Enfin, c'est vrai que ça fait pas tellement longtemps que j'ose parler à mes clients de concepts comme même le don, et encore moins de l'amour, d'accord ? Parce que c'est vrai que la notion, l'amour en entreprise, les émotions en entreprise, enfin, bref. Tout ça, c'est un gros amalgame très moche. Aujourd'hui, j'ai plus de problème à dire à mes clients que ce qui me motive et ce qui fait que j'ai envie de bosser pour eux, c'est une forme ou une autre d'amour. Et effectivement, ça peut parfois mettre mal à l'aise certaines personnes qui sont en face, qui vont finir par le comprendre parce qu'on aura travaillé ensemble, mais qui n'appelleront toujours peut-être pas ça amour d'ailleurs. Et c'est très bien, ils s'appellent ça comme ils veulent. Mais le principe de cet amour, il va donc être quelque part indéfectible. Donc indéfectible, ça veut dire que le fait que je t'aime fait que je vais t'aider. Et que je ne vais pas compter ça. D'accord ? En revanche, il n'est pas inconditionnel par ailleurs. Je ne vais pas tout faire. D'accord ? Tu t'engages à, tu fais. Tu ne t'engages pas.
il est fort possible que je t'explique une fois que je suis un peu déçu parce que moi j'ai travaillé, pas toi, et que donc on va pas pouvoir avancer cette fois-ci, donc c'est pas la peine de continuer et on se retrouve la semaine prochaine. Mais j'aimerais bien que tu me dises si la semaine prochaine tu penses avoir eu le temps de faire, sinon ce sera dans X temps. Et jusqu'à la rupture du lien si tu sens que l'engagement oui, enfin, est... très clairement, c'est pas une rupture du lien absolu, mais c'est au moins une rupture du lien circonstanciel. Si tu n'as pas la bande passante pour, c'est pas intelligent de s'acharner. C'est surtout pas écologique de s'acharner. Donc on va repousser, on va arrêter, et tu reviendras vers moi quand tu te sentiras capable de... Alors, j'ai envie de t'entendre, évidemment, sur la notion, une notion qui m'est chère aussi, sur la gouvernance des entreprises, puisque là, tu es au cœur de cette gouvernance-là. Donc, comment tu perçois la gouvernance des entreprises de demain, c'est-à-dire celles vers lesquelles tu aimerais que ça tende. Et donc, je vais te laisser évidemment le temps de dérouler un petit peu ce propos, mais en te posant une première question assez simple. C'est quoi pour toi aujourd'hui, puisque ici on s'intéresse dans cette émission principalement aux entrepreneurs ou aux dirigeants, c'est quoi être un bon patron aujourd'hui, un bon dirigeant? C'est quoi les qualités que tu reconnais et qui te paraissent fondamentales pour le monde dans lequel on vit aujourd'hui, qui n'est pas le même qu'il y a 10 ou 20 ans? Et alors, je vais essayer de me plier à cet exercice, même si je considère que tout cela est là encore circonstanciel. C'est-à-dire que... c'est les circonstances qui font le héros et pas la personne qui est un héros intrinsèquement. Alors, tout à fait. Et c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait certaines circonstances pour que le héros puisse se révéler. Bon, une fois qu'on a dit ça, aujourd'hui, un bon patron... aujourd'hui, un patron, on parle de patron, c'est souvent quelqu'un qui s'en demande trop, probablement parce qu'on lui en demande trop, et qui doit apprendre à laisser être. C'est-à-dire à plutôt essayer de chercher de la maîtrise que du contrôle, mais surtout être capable de ne pas tomber dans tous les travers de type don absolu de soi, dissolution soi, sacrifice, sauveur, enfin toutes ces choses-là. On n'a pas le temps d'en parler en détail, mais c'est d'abord quelqu'un qui sait donc faire la part des choses entre ce pourquoi il ou elle est vraiment là à cette place et pas tous les fantasmes qu'il ou elle a pu projeter sur la chose avant qu'il n'y soit, et surtout pas toutes les injonctions qui sont en plus très souvent assez contradictoires, qui viendraient d'un entourage, d'une société, etc. Donc maintenant, si j'essaie de répondre à ta question, peut-être pas en termes de qualité ou de compétences ou de caractéristiques, mais plus en termes de rôle, je dirais qu'un patron d'entreprise, et là, je ne parle pas du directeur général de la filiale de 7000 personnes de tel groupe, je parle de la personne qui est à l'origine de l'entreprise ou à l'origine d'une nouvelle itération de l'entreprise, parce qu'il y a des entrepreneurs familiaux, d'accord, qui reprennent le business familial, et c'est vrai, je pense que c'est ça pour eux. J'ai beaucoup lu il y a quelques années tout ce qui s'écrivait autour d'un concept qui s'appelle la source. Le concept de source, c'est un gars qui s'appelle Peter Koenig qui a formalisé ça pour la première fois, plutôt dans une logique assez économique, très liée à la notion d'argent. Et puis, il a été repris par différentes personnes qui ont été formées par lui, puis qui ont pris ça sur leurs angles à eux. Donc, il y a un gars qui s'appelle Nixon, et puis il y a un gars dont j'oublie systématiquement le nom parce que c'est un nom suisse-allemand, et donc c'est pas ce que je pratique le plus, qui ont essayé de formaliser ça dans la logique, donc vraiment plus de la gouvernance quelque part. Et ces trois rôles, les trois rôles de l'entrepreneur pour eux, et je n'ai pas trouvé aujourd'hui j'ai pas trouvé de choses qui détruisaient cette théorie, et je n'ai pas trouvé de choses à rajouter spécifiquement à cette théorie. Donc c'est trois choses. C'est l'entrepreneur, le guide et le gardien. L'entrepreneur, c'est la personne qui prend des risques. Et qui prend des risques, ça peut vouloir dire qui assume le risque des gens de son équipe. J'ai rien à interdire, j'ai tout à permettre, j'ai tout à faciliter. Tu as envie de faire ça, vas-y. Si ça marche,
c'est ton succès, on va voir tout ce qu'on peut en apprendre. Et si ça ne marche pas, on va aussi en apprendre plein de choses, mais il n'y a pas de faute. Et j'assume cette erreur. Je ne te la reprocherai jamais. C'est à l'intérieur de ce cadre que je mets que soit j'apprends. Alors, soit je réussis, soit j'apprends. Ouais. C'est le droit à l'essai, hein, qui me semble parler plus que la notion de droit à l'erreur. Oui, droit à l'erreur, ça choque souvent. Donc le droit à l'essai. Ça dépend aussi des cultures. C'est-à-dire que en fait, ce qui prime là-dedans, c'est l'expérimentation. Oui, c'est ça. Et pas la notion de réussite-échec. C'est l'expérimentation. L'expérimentation aboutit à un 0 ou à un 1, effectivement. Et donc après, ça, tu peux qualifier cette chose-là réussite-échec. Mais c'est le processus que tu as mis en œuvre qui, par le retour qu'il te fait sur est-ce que je me suis senti bien, est-ce que ça a été efficace, est-ce que j'ai eu de la joie, etc. est le plus Toi important. qui as des enfants, voilà, un enfant qui apprend à marcher, on ne peut pas dire qu'il est une réussite ou un échec. Il va se casser la figure systématiquement les premières fois. Et il va même se faire mal, machin, etc. Mais c'est cette persévérance qui fait qu'il va réussir à marcher plus ou moins bien, mais il va réussir à marcher. Et l'idée, c'est de mettre le cadre qui fait qu'il n'y a pas d'enjeu, de pression autour de ça. Et qu'il n'y a pas de limite. Qui est souvent faite. Ouais. Et qu'il n'y a pas de limite non plus. Oh oui, non, mais je te laisse la carte libre, mais là-dessus, il faut que tu me consultes. Là-dessus, c'est moi qui décide. Oui, donc là, on revient sur la notion de contrôle. Voilà. Donc ça, c'est cette première notion. Donc ça, c'est la notion d'entrepreneur, de l'entrepreneur. Ensuite, il y a la notion de guide. C'est pas forcément moi qui ai eu la vision, mais en revanche, j'en suis le garant. Et si je n'en ai pas, je dois faire le travail pour qu'il y en ait une. Parce que sans vision commune, il n'y a pas de notion de collectif, il n'y a pas de notion d'équipe, il n'y a que du groupe. D'accord ? C'était Jean-Paul Sartre qui disait « La différence entre un groupe et une équipe, c'est très facile. Dans un bus, il y a un groupe. Et puis, le bus tombe en panne, et il faut le réparer, et il faut le pousser. Et là, les passagers vont venir contribuer, et là, ils peuvent devenir une équipe. » D'accord ? Il ne le disait pas comme ça, mais c'est ce qu'il dit. Crois-moi. Jean-Paul Sartre, je ne le vois pas trop parler du bus, mais je ne sais pas pourquoi. Si, par contre, il parle du bus. Bon, une fois qu'on a dit ça, la notion de guide, c'est donc, c'est pas forcément moi qui ai la vision, mais il faut qu'il y en ait une, et je vais faire en sorte qu'elle survienne. Je fais intervenir l'intelligence collective si j'en ai pas moi-même. Oui, ou l'inspiration de quelqu'un qui est naturellement visionnaire. Dans notre collectif, moi j'ai un de mes associés qui a ce talent pour se poser la question « pourquoi pas ?» Et à chaque fois que AC Mentoring fait franchit un cran, c'est toujours lui qui est à l'origine. Donc le but du jeu, c'est faire en sorte qu'il puisse tourner à plein régime, ce brave c'est clair. Il faut le valoriser dans ses talents. Et c'est aussi ça, le travail d'une équipe et du mentor, c'est d'aider l'autre à identifier les talents qu'il y a autour de lui. Le mentor et n'importe quel leader, selon nous, doit être capable d'identifier ce que sont les zones de talent des uns et des autres, et de faire grandir leur zone de confort pour qu'elles atteignent leur zone de talent. Parce que tu as confort, talent, danger. Se mettre en danger, je ne vois pas du tout l'intérêt. Mais ça, c'est autre chose. Peut-être parce que je suis douillet, ou peut-être parce que je suis un chat de canapé, comme on dit en polonais. Mais voilà, l'idée, c'est de faire en sorte qu'il y ait une vision, qu'elle soit connue, partagée, et qu'elle serve à répondre à la question « qu'est-ce que je vais faire demain ou comment je vais m'y prendre ?» Est-ce que ça sert à la vision ? Est-ce que ça va dans le sens de la vision ? Voilà. Donc, parce que sinon, ça, c'est le deuxième point. Le 3, c'est la notion de gardien. Cette personne-là, parce qu'elle a créé ou parce qu'elle a repris ou parce qu'on lui a transmis la source, doit rappeler qu'il y a 1, 2, 3 valeurs limites, pour reprendre un terme que je n'ai pas créé, qui doivent déterminer le champ des possibles, en déterminant ce que cela n'est pas. Donc il ne s'agit pas de mettre un... Simplifie-moi le propos, s'il te plaît. On va prendre l'exemple d'une route. Tu vois ce que c'est une route ? Vaguement. Il y a souvent des bas-côtés ou des trottoirs. En admettant qu'on soit dans un concept où il n'y a pas forcément de limitation de vitesse, tu fais ce que tu veux sur la route, mais la route, ce n'est pas le bas-côté, ce n'est pas les trottoirs. Donc quelque part, il faut qu'il y ait des valeurs limites qui te permettent de déterminer ce qu'est la route et ce que ça n'est pas. C'est une forme de cadre. C'est pas... Alors j'aime pas le terme de cadre parce que le cadre, c'est fermé. Les deux trottoirs... D'encadrement. C'est une forme de c'est la direction au sens mathématique. Ça peut aller dans un sens ou dans l'autre, mais c'est sur cette droite-là. D'accord ? Et sur cette droite-là, à la limite, tu peux faire des sauts de puce, ou tu peux marcher de façon continue, tu peux aller très vite, tu peux aller très lentement. On peut imaginer, si ce n'était pas une droite, mais si c'était une route, qu'effectivement, tu puisses même zigzaguer un peu, etc. Mais par contre, effectivement, la route, elle va de A à B, ou elle va du nord au sud, ou etc. Et il y a 2 limites
qui sont ce qui n'est plus la route. Alors, ce n'est pas forcément d'eux, mais la source, donc l'entrepreneur, pour moi, c'est cette personne qui va rappeler à tout le monde qu'il y a des choses qui sont le sujet, la raison d'être de ce qu'on fait, et qu'elles sont caractérisées peut-être par des comportements ou, non acceptables. Mais en fait, on le voit dans le coaching, dans les rapports humains, cette notion de limite claire, comme on explique dans le coaching, elle est fondamentale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu mets du flou dans ton management, tu prends le pouvoir sur l'autre. Et tu n'es plus prévisible, donc on ne peut plus t'aider parce qu'on ne sait pas ce que tu veux et on ne sait pas t'aider. Et puis tu ne veux pas qu'on t'aide parce que c'est toi qui décides. Sauf qu'à certains moments, tu vois la limite et quand tu demandes de l'aide, tu es obligé de la demander et de la réclamer parce que les gens ne savent plus t'aider parce qu'ils ne savent pas ce que tu veux. Donc c'est bien caractérisé. Donc, donc ça, celui qui est capable d'appliquer ces trois principes de la source, de jouer ce serait avec un bon patron. Ce serait quelqu'un qui remplirait son rôle de dirigeant d'une entreprise qui est la sienne, quelque part, réellement. Alors évidemment... C'est le cas pour toi? C'est comme ça que tu organises ta propre gestion d'entreprise? Est-ce que tu appliques à toi-même la source? Alors, oui. Maintenant, il y a un sujet, c'est que... Alors, je ne parlerai pas des cordonniers qui sont mal chaussés, je vais peut-être plutôt prendre l'exemple du médecin qui soigne pas sa famille. Nous, on teste énormément de choses chez nous. Donc évidemment, on a testé ça et je continue à moi me considérer comme une source et je continue à être... Mais naturellement, je suis plus sur l'entrepreneur que sur le gardien parce que moi, entre guillemets, couvrir les risques que prennent les gens qui font partie du collectif, ça me semble... Enfin, même avant d'avoir lu la source, ça me semblait logique, ça fait partie de la chose. Rappeler à l'ordre... trancher, des limites, éventuellement parler de sanctions, c'est pas un sujet qui me... J'en comprends l'intérêt, mais c'est pas le sujet vers donc, lequel si tu es logique avec la source, il faudrait que tu détermines une personne ou plusieurs ou un système. Mais là, c'est pas possible parce qu'il n'y a pas la légitimité. Enfin, c'est pas possible. La légitimité de gardien, elle vient du fait qu'on est la source, c'est-à-dire qu'on fait ces trois choses entre. Donc moi, il y en a une que je fais naturellement très facilement. Et une autre que tu fais naturellement pas du tout. Une que je fais pas du tout naturellement, donc que je fais en me forçant, ou que je fais parce que je demande à certaines personnes d'être mes indicateurs du fait qu'il soit nécessaire que je le fasse, parce que moi, je m'en aperçois pas forcément. Donc c'est très difficile de l'appliquer à soi. Mais par contre, ça me permet de continuer à travailler sur ma complexité, ma complétude, etc. Donc c'est parfait. Donc on va du coup enchaîner avec l'histoire de la gouvernance, parce que ça, c'est un élément qui me tient à cœur. Donc on a compris, en fait, derrière tout ce que tu mettais en œuvre dans ton collectif, tu nous expliqueras un peu après pourquoi ça s'appelle collectif et pas entreprise, mais bon, tu as forcément une vision. On a vu que cette vision a été construite, elle était intelligente dans le sens où elle t'essayes de la confronter, de l'améliorer, de la pousser. Donc, ce n'est pas seulement de l'intuition, c'est-à-dire que tu l'as confrontée à ton intelligence, d'une certaine manière. Ouais. Même si le juge de paix, il est plutôt là, après. Hein. Oui, mais ça veut dire que c'est cet aller-retour permanent entre le cœur et la tête, quoi, voilà, et le corps, même. Le corps, ouais. Bon, là, on ne va pas parler de cet alignement tête-corps-cœur, parce que... mais j'ai quand même fait ça, t'as vu, j'ai pas fait ça. Oui, c'est très bien, c'est très bien. Comment est-ce que tu... On va avoir des gens qui vont regarder cette émission, des gens qui sont soit des clients actuels pour toi, soit potentiellement de futurs clients, ou en tous les cas des partenaires potentiels un jour, ou même non pas des concurrents, mais des gens qui vont travailler un peu dans cet esprit-là. C'est quoi pour toi l'approche de la gouvernance d'une entreprise? Là, ce n'est pas le patron, entre guillemets, mais comment générer les bonnes pratiques de gouvernance d'entreprise? En fonction de chaque entreprise, c'est différent, d'accord. Ça, tu vas commencer par me dire ça. Non, je vais plus le faire, tu l'as fait. Non, alors, bon, ce qui est clair, c'est que chez nous, il y a un parti qui est pris. Globalement, la gouvernance qui permet de créer de la robustesse et donc qui est durable, c'est une gouvernance qui est forcément adaptative. Et pour qu'elle soit réellement adaptative, il faut qu'elle soit, à minima, distribuée, pour ne pas dire partagée. On revient sur l'intelligence collective, là? Alors, sur un certain point, mais c'est pas que ça.
Moi, je crois fondamentalement à quelque chose que j'ai vu, mais je ne savais pas ce que c'était, quand j'ai travaillé pour le monde de l'équipement automobile et pour Toyota. J'ai eu la chance de commencer à travailler dans ce monde-là à l'époque où ils mettaient en place des unités autonomes de production, des unités élémentaires de travail, des choses comme ça, qui étaient une vraie rupture par rapport au passé. Et en fait, ce que j'ai vu, c'est ce que beaucoup plus tard j'ai lu et compris différemment, sur le principe de subsidiarité. C'est-à-dire que la décision est prise au plus proche de l'endroit où elle sera appliquée. Autrement dit, ce n'est pas dans une tour à la Défense qu'on décide comment on doit procéder autour de telle machine. D'accord ? Ça peut paraître caricatural quand je le dis comme ça, mais je vous rappelle à tous que chez les constructeurs automobiles, pour parler de ce que je connais, il y avait des services méthodes centraux, basés dans des tours, dans les capitales des pays, qui disaient comment ça allait se passer sur la ligne de production dans des usines à l'autre bout de la Terre. Je ne dis pas que c'était mal, je dis qu'aujourd'hui, ce n'est pas vraiment ce qui permet de s'adapter en permanence à tout ce qui peut survenir avec la complexité du monde dans lequel on est. Et d'une certaine manière, quelle que soit la taille de notre entreprise, enfin de l'entreprise dans laquelle on est, ce qui est intéressant, c'est de réduire, de créer des petites unités un peu autonomes, avec toujours une direction qui est décidée en centrale, parce que la gouvernance, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'il faut donner une visibilité. Mais tu peux avoir plus de systèmes d'aller-retour comme ça. Ouais. Et puis c'est par là que j'y suis arrivé, moi. C'est-à-dire que j'y suis arrivé par cette notion de subsidiarité. Après tout, si c'est moi qui vais travailler là-dessus pendant 8 heures, je dois avoir des idées sur comment on travaille là-dessus. Bien sûr. D'accord ? Il ne faut pas oublier que même si, et malheureusement je le constate encore trop, un certain nombre de personnes posent leur cerveau au vestiaire quand ils mettent leurs chaussures de sécurité et leurs bleus, parce qu'on ne leur demande pas leur avis et qu'on leur impose des choses qui sont parfois extraordinairement stupides par rapport à la pratique qu'ils ont au quotidien. Il ne faut pas oublier que cette personne-là, quand elle utilise son cerveau, elle répare sa bagnole ou elle est capable de construire sa maison ou simplement de gérer son budget et que donc elle peut avoir un avis à donner sur comment mieux optimiser ce qui se passe là. Bon. Donc ça, c'est par là que j'y suis arrivé. Après, j'ai parlé avec beaucoup de personnes j'ai vu fonctionner des entreprises à gouvernance partagée, des entreprises qu'on a appelées parfois des entreprises libérées. Je me suis renseigné sur un grand nombre de conceptualisation de choses qui existaient déjà quand même. Voilà. Et je me suis aperçu d'une chose, c'est que pour réagir vite, pour avoir conscience de tous les signaux faibles qui nous permettent de nous préparer à l'avenir, pour savoir expliquer de beaucoup de façons différentes la même idée, parce qu'on n'a pas tous la même façon de fonctionner derrière nos oreilles. Donc le message, il rentre toujours de la même façon, mais en revanche, il n'est pas traité de la même façon. Et puis parfois, ce n'est pas par les oreilles qu'il faut le faire rentrer, c'est par le cœur ou le corps, comme on disait tout à l'heure, et que tout le monde n'est pas capable de faire comme ça. Donc il vaut mieux que tout le monde soit en charge de toutes ces choses-là. Percevoir les signaux faibles, donner des idées de comment y réagir ou se préparer, expliquer comment et pourquoi on fait les choses. Plus il y a de personnes qui savent le faire, et mieux on se portera en termes de durabilité, en termes de capacité à faire avec ce qui survient. Donc aujourd'hui, notre positionnement à nous, c'est que l'entreprise qui voudrait aller jusqu'au bout de ce qu'on aurait envie de faire avec nous, on l'amènerait à avoir une gouvernance très très partagée, qui peut se traduire par le fait que chaque personne est souverain sur un périmètre. Est-ce que c'est la seule façon de fonctionner ? Bien évidemment non. Est-ce que c'est la meilleure ? Dans l'état actuel des choses, on n'a pas assez de data de toute façon. Des boîtes qui fonctionnent comme ça, c'est dans le bouquin de Gates sur la liberté, ça marche. Je ne sais plus, il cite... la proportion de boîtes qui fonctionnent comme ça, c'est peanuts par rapport au nombre d'entreprises dans leur globalité, donc on n'a pas vraiment de la data. Ce qu'on constate en revanche, c'est que quand c'est fait, non pas pour le faire d'un point de vue technique, mais parce que ça sert... Incarné. Parce que c'est incarné et que ça sert le pourquoi de l'entreprise, en général, il y a peu de chances que ça marche mal. Voilà. Bon, donc c'est ce qu'on appellerait des bonnes pratiques. Ça oui, mais il n'y a pas de pratique. Mais il n'y a pas de pratique dans cette histoire-là. C'est-à-dire que je vais aller plus loin. Des bonnes pensées, des bonnes... une bonne gouvernance, c'est-à-dire une bonne façon de distribuer la prise de décision. C'est ça que j'appelle pratique. Oui, d'accord. Voilà. Dans ce contexte-là, oui, parce que c'est pas un outil, c'est pas un process écrit. On est sur, en revanche, pas rigide, surtout. le fait que, si demain matin,
dans une entreprise, il y a quelqu'un qui dit « Moi, je pense que j'ai des idées que j'aimerais vraiment mettre en œuvre là, sur tel sujet », eh bien, l'entreprise qui a le bon système de gouvernance doit être capable de dire à cette personne « Vas-y ». Mais si c'est vas-y en disant, par contre, tu n'as que 1000 balles, par contre, dès que ça impacte les autres, tu dois me demander mon avis, mais c'est pas, mon avis sera prescriptif, etc., c'est pas ça. Oui, parce que ça c'est castrateur. Et puis parce que ça, surtout, c'est pas donner la responsabilité à la personne, c'est la déresponsabiliser. C'est donc, tu as une idée, vas-y, fais-le, mais je te déresponsabilise. Bon, il y a peu de chances que ça satisfasse la personne, il y a peu de chances qu'elle puisse de toute façon jouer son idée jusqu'au bout. Donc, la notion de souveraineté, elle est fondamentale pour moi par rapport à ça. C'est un terme que je reprends à l'holacratie. La souveraineté dans son rôle. C'est-à-dire, c'est le fait qu'une fois qu'on a défini quel était le rôle, à quoi il servait, quels étaient ce que ce rôle-là doit au reste de son environnement, alors la personne, elle fait ce qu'elle veut. Et puis, s'il y a quelqu'un qui n'est pas content, il va le dire et on va le résoudre. D'accord ? Mais le fait, vas-y, mais... qui est le fonctionnement de 99,99% des entreprises avec lesquelles je bosse. Hein. Alors, pas pour tout, mais il y a un moment, il y aura toujours du vas-y, mais. Voilà. Donc, essayer de supprimer le vas-y, enfin, générer le vas-y, premier temps. Deuxièmement, faire en sorte que ça ne se transforme pas en vas-y, mais. Troisièmement, mettre une structure suffisamment robuste pour que le vas-y puisse fonctionner sans que la liberté des uns vienne entraver celle des autres, etc., etc. C'est tout l'enjeu de ce qu'on essaye de faire quand on intervient en gouvernance pure. C'est passionnant. Hein. Et, bon, vous avez compris que c'est compliqué de le débrancher quand il est parti sur une idée. Et je discuterai bien 4-5 heures encore avec toi sur ça. Une autre fois. Une autre fois, ça c'est certain. Comment, d'un point de vue purement personnel, toi, dans ce milieu-là, parce qu'on sent, à travers tout ce que tu racontes, que c'est plus que de la passion, c'est une philosophie de vie complète. Quel est le sens que tu donnes à ta vie ? C'est quoi la mission que tu donnes à ta vie par rapport à tout ce que tes engagements sur la gouvernance, sur les entreprises et sur l'accompagnement humain, c'est quoi le sens de tout ça ? Alors, si lorsque je prendrai ma retraite le 31 décembre 2031. Oui, parce que alors il est un peu bizarre, il a déjà programmé exactement la date, l'heure de sa retraite. Parce que c'est pas une retraite au sens propre du terme. C'est quand j'arrêterai de piloter quoi que ce soit. Quelqu'un pouvait dire que j'ai fait en sorte que finalement elle ou il ait pu mettre la notion de joie à travers l'amour qu'on partage avec les autres au centre de la façon dont elle ou il travaille. Je serais... T'auras rempli le contrat. Je prévois pas d'eux, mais je pourrais mourir juste après, ça irait très bien. J'arrive pas aujourd'hui à faire la synthèse de tout ça, au sens, et c'est pour ça que tu m'as peut-être vu un peu remonter un coin de ma bouche quand tu parlais de raison de vivre tout court, parce que je n'arrive pas à en faire quelque chose qui unisse tous les pans de ma vie. C'est beaucoup plus facile au taf. D'accord. C'est beaucoup plus facile au taf parce que je suis quand même à l'intérieur d'une relation réellement de quelqu'un qui demande de l'aide et nous qui apportons une façon d'aider. Donc il y a déjà tout un préalable que tes amis ne te demandent pas, que ta famille ne te demande pas, etc., etc. Et donc je suis très très loin d'avoir... Et c'est pour ça qu'il faut que je parte à la retraite, entre guillemets, rapidement, parce qu'après j'ai d'autres... T'as une autre vie à mener. J'ai d'autres domaines à explorer. Mais oui, j'aimerais faire en sorte que la notion de travail ait comme fuel beaucoup plus la joie et l'amour pour l'autre et l'amour de l'autre et l'amour partagé que ce que c'est aujourd'hui. Et l'amour de soi aussi. Ça commence par là. Hein. On n'en a pas parlé, on aurait pu en parler, mais... Et tant d'autres sujets. Oui. Alors, on a une particularité dans cette émission, je pense que tu as déjà vu une ou deux émissions, on a une connexion directe avec l'au-delà. C'était quand même... C'est la seule émission officiellement connectée avec l'univers, avec Dieu, avec tous ces... avec cet objet-là que tu as pu voir, qui est, compte tenu de ton jeune âge, je ne suis pas certain que tu l'aies connu dans ton enfance. En train de regarder. Est-ce que c'est le même ? Non, parce que ça doit être une version anglophone et il y a un dièse dont je ne pense pas qu'il existait sur mon téléphone. Oui, c'est possible. Il y avait l'étoile, mais est-ce qu'il y avait le dièse ? Alors, qu'est-ce qui a marqué sur ce téléphone ? Téléphone céleste. Et voilà. Donc ici, cette connexion, elle va te permettre, pour
terminer ton émission, même si on a beaucoup d'autres choses à se dire, évidemment. Et c'est ça qui est passionnant. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec Franck pour parler pendant 2-3 heures, puisqu'il est dans le don. Hein, n'hésitez pas, ça va être extraordinaire. Tu as la possibilité d'interpeller soit l'univers, soit Dieu, selon ta croyance, soit un défunt, quelqu'un à qui tu aimerais, ou quelque chose à qui tu aimerais parler et dire. Ça serait quoi le message que tu auras envie de passer ? En décrochant ce téléphone-là, déjà, tu t'adresserais à qui entre ces 3 unités, ces 3 concepts ? À ce qui est responsable du fait que l'on vive. Je ne sais pas le qualifier. Okay. Mais ce qui est responsable du fait que l'on vive... Le principe créateur, on dirait. Oui, j'aimerais bien parler au principe créateur. Pour lui dire quoi ? Tu veux l'engueuler déjà ou pas ? Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? J'essayais de trouver... Il faut arriver à le tourner de façon positive, ouais. C'est pas si évident que ça, mais pour lui demander s'il ne veut pas réviser la dose d'épreuves, de difficultés et de souffrances nécessaires. Je pense qu'il y a un trop gros déséquilibre. En tous les cas, c'est comme ça que toi tu le ressens. C'est comme ça que je le vois. L'épreuve, c'est normal. Le fait que tout ce que l'on essaye, toute force génère une force opposée, etc. Ça va très bien. Je pense que c'est juste le curseur qui est mal réglé. Et qu'il y a un mec qui s'est planté sur le potentiomètre, là. Je pense qu'il a... Il ou elle, ou... Enfin, le bouton, il est un peu trop sur la droite, quoi. Il y a... C'est dur, parfois ? Alors, je pense que c'est dur pour tout le monde. Mais là, on parle de toi. Mais en ce qui me concerne, il y a des moments où c'est extrêmement plus facile que d'autres. Mais est-ce que c'est pas justement ça qui donne le sel de la vie ? Non. Ce qui donne, pour moi, ce qui donne le sel, c'est de voir un... Tu l'as dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui dit il y a eu un avant, il y a eu un avant et maintenant il y a un après, et l'après, j'y vois beaucoup d'intérêt. Ouais. C'est ça, que ce soit fait facilement, que ce soit fait difficilement, je préfère quand ça se fait facilement. Parce que ça veut dire qu'on était plus juste, qu'on était dans la justesse, voire, mais là non plus, on n'a pas le temps, dans la justice, qu'il y avait une logique parfaite. Je ne vois aucun intérêt... À souffrir. J'allais être beaucoup plus grossier que toi. Je vois aucun intérêt à en chier. À en chier, ouais. Pour moi, le fait qu'on en chie, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé le bon chemin tout de suite. Et si on en a chié, c'est qu'on a essayé plein de chemins. Alors bon, on a appris des choses, mais c'était... Oui, avant, on considérait que d'en chier, c'était un passage obligé. Et puis tu dois finalement te résigner à cela. Oui, c'est le principe de certaines religions, notamment, voilà. Bien sûr. Et aujourd'hui, l'inverse des nouvelles générations qui refusent le moindre effort, justement, pour ce que tu viens de dire. Alors, quelle est la limite ? Parce qu'en fait, je crois très, très honnêtement qu'en fait, le sujet, il n'est pas là, quoi. C'est-à-dire que tu as déjà, comme tout le monde, dû expérimenter l'état de flow. L'état de flow, il n'y a pas la notion de est-ce qu'il y a de l'effort ou pas d'effort. C'est les bons gestes au moment où ils sont nécessaires par rapport au but qu'on veut atteindre, et le temps se dissout, etc. Le but, ce serait de pouvoir être dans le flow en permanence. Et il n'y a à aucun moment la notion d'effort. Donc, ce que j'aimerais demander, c'est pourquoi est-ce qu'on peut expérimenter le flow, mais pas tout le temps ? Je pense que le message est bien passé, là. Hein, j'aimerais. Donc... Je vais dormir et demain matin, je veux ma réponse. Peut-être que tu l'auras dans tes rêves, justement. Ouais. Merci Franck, pour cette heure passée en ta compagnie. Merci d'avoir joué le jeu, parce que ce n'est pas ton exercice de prédilection. Non. Et ça a été extrêmement fluide, extrêmement simple. Donc, merci à toi pour ça. Merci à vous, évidemment, de nous avoir suivis. J'espère qu'on ne vous a pas perdu trop souvent, parce que c'est vrai que c'était parfois intense et passionnant et passionné. Merci pour vos partages, évidemment, et pour vos commentaires, toujours bienveillants, bien sûr. Et si vous aussi, en tant qu'entrepreneur ou dirigeant, vous avez... envie de prendre place sur ces canapés pour partager votre parcours de vie, pour partager la vision de votre entreprise et sa plus-value qu'elle amène à notre société, n'hésitez pas à envoyer votre candidature. Elle sera étudiée avec beaucoup d'attention, croyez-moi, à rédaction@abctalk.fr. Et puis, je vous dis à très, très, très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles histoires d'entreprise. Au revoir.